cède la parole pour 20 minutes, professeur Zamba. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais d'abord remercier mon ami, le professeur Ahd Oulad Lahsen, pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette deuxième édition de ce congrès international d'infectiologie et de parler d'un sujet d'actualité et de pratique de tous les jours qui est donc la relation entre les biothérapies et la tuberculose. Alors pourquoi il est pertinent d'en parler? Parce que, comme vous le savez, d'une part, la tuberculose, cette maladie ancestrale, représente toujours un enjeu majeur de santé publique dans le monde, mais aussi au Maroc. Et d'autre part, il y a eu donc l'avènement des biothérapies, ces thérapeutiques innovantes qui ont révolutionné la prise en charge de nombreuses maladies inflammatoires chroniques. Mais malheureusement, derrière ces avancées spectaculaires, eh bien, il y a une réalité silencieuse qui est en fait l'activation de certaines infections, dont la tuberculose. Et donc, on va essayer aujourd'hui, à travers ce topo, de voir un peu et de discuter cette relation, ou plutôt ces liaisons, je dirais, dangereuses qui existent entre la tuberculose et ces biothérapies. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, cliniciens, on est face à un équilibre qui est assez fragile entre les bénéfices thérapeutiques de ces molécules et le risque infectieux qu'il faut prévenir, et ce, bien sûr, pour optimiser la prise en charge de nos patients. Alors, quand on parle de prévention en matière de tuberculose, Dr Pirot l'a déjà bien souligné dans sa présentation, on parle de dépistage de l'infection tuberculeuse. Et comme vous le savez, le dépistage de la tuberculose évolutive et son traitement étaient pendant longtemps les deux principaux piliers de la lutte contre la tuberculose, mais on a compris par la suite que ce n'était pas du tout suffisant et qu'il fallait encore aller plus loin, aller dépister l'infection tuberculeuse qui est en fait le réservoir de la maladie. Donc il fallait réduire le réservoir de la tuberculose au moyen de traitements prophylactiques de la tuberculose, et ce, bien sûr, pour atteindre l'objectif ambitieux de l'OMS de mettre fin à la tuberculose en 2030. Alors, quels sont ces groupes à risque qui sont ciblés par ce traitement? Là aussi, ça a été bien cité, mais moi, je vais m'intéresser aux groupes ciblés par le traitement préventif, autres que les sujets contacts et les patients vivant avec le VIH. Et comme vous le voyez, le premier groupe, c'est les patients candidats à un traitement par antifacteur anti-TNF-alpha ou par toute autre biothérapie qui déprime l'immunité vis-à-vis de la tuberculose. Donc, ce sont les directives du Programme national de lutte contre la tuberculose. Et puis, en février 2025, il y a eu cette circulaire donc, de la DLM et du ministère qui a un peu détaillé les molécules ou ces biothérapies. En plus de l'anti-TNF-alpha, il y a eu les inhibiteurs de Janus kinase, les anti-JAK, les anti-IL6, les anti-IL17, les anti-IL12-13, les anti-CD28 et anti-CD52. Alors, pourquoi ces patients-là? Parce que, comme on le voit, les patients qui sont sous anti-TNF-alpha, ils ont un risque relatif de réactiver leur tuberculose qui va de 1,6 à 25, donc c'est important. Donc, je commencerai par la molécule la plus pourvoyeuse de tuberculose qui est l'anti-TNF-alpha. Alors, comme vous le savez, donc déjà, le TNF-alpha, c'est une cytokine qui est pro-inflammatoire, qui est présente un peu dans tous les organes, qui est produite par plusieurs cellules, mais son action fondamentale, c'est recruter, activer et différencier les monocytes en cellules épithéliales, et donc elle a un rôle très important dans la formation et l'organisation du granulome tuberculoïde qui vise à circonscrire les bacilles tuberculeux en phase latente. Et bien sûr, quand on donne un anti-TNF-alpha, l'anti-TNF c'est la principale classe des biothérapies, elle va neutraliser ce TNF-alpha grâce à des anticorps. Donc il y a l'infliximab
et ceux qui sont immunisés comme qui bloquent le TNF membranaire. Il y en a d'autres qui sont complètement humanisés comme l'adalimumab qui est le plus ancien et qui bloque le TNF soluble. Alors cet anti-TNF a une place majeure dans le traitement et le contrôle des maladies inflammatoires, notamment la polyarthrite et d'autres MICI, et également le psoriasis, mais ça augmente le risque infectieux et ça réactive donc des infections latentes. Alors pourquoi? Parce qu'en inhibant le TNF-alpha, eh ben, on va exacerber le déficit de la réponse TH1 qu'on retrouve dans les MICI par exemple, et donc on augmente le risque de réactivation de la tuberculose. L'anti-TNF va altérer les cellules T effectrices, les CD8, et donc va faciliter la réactivation de la tuberculose. Et chose aussi importante, c'est qu'en inhibant ce TNF-alpha, eh ben, on va perturber l'organisation de ce granulome, donc ce qui va donc le désorganiser, et ça va permettre de libérer les mycobactériums, ce qui favorise ainsi la réactivation de l'infection tuberculeuse. Et comme on le voit ici sur cette coupe, donc la coupe d'en haut, eh ben, on a des granulomes qui sont bien circonscrits, bien organisés. Mais chez un patient qui est sous anti-TNF, il y a une désorganisation de ces granulomes, ce qui facilite la libération des mycobacterium tuberculosis. Alors on l'a bien vu, donc l'anti-TNF-alpha est associé à un risque important de tuberculose. Et en fait, la première sonnette d'alarme a été tirée en 2001, quand on a analysé un peu les rapports de 70 cas de tuberculose qui ont été signalés après un traitement par infliximab sur une durée médiane de 12 semaines. Eh bien, c'était des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde et d'autres qui avaient une maladie de Crohn. Et donc, on a remarqué que ces patients ont développé une tuberculose. Cette tuberculose était surtout extrapulmonaire, majoritairement, et puis disséminée aussi avec quand même des décès qui étaient liés à cette tuberculose. Et donc, on a compris que la tuberculose active pouvait se développer peu après le début du traitement par anti-TNF-alpha et qu'il fallait prescrire, et qu'avant de prescrire en fait ce médicament, il fallait rechercher une tuberculose active et dépister une tuberculose infectieuse. Alors, c'est une revue de 17 études qui se sont intéressées un peu au risque de tuberculose sous anti-TNF-alpha. Eh bien, cette revue a montré, en fait, elle a confirmé le même constat. Le risque était multiplié par 2 à 10 chez les patients qui étaient sous anti-TNF par rapport à la population générale. Donc, ces tuberculoses survenaient surtout au cours de la première année du traitement. C'était surtout des formes de tuberculose atypiques ou des tuberculoses extrapulmonaires et disséminées. Et la tuberculose était grave puisque fatale une fois sur 10. Alors, cette autre étude tunisienne a montré la même chose. Donc, tous les patients qui étaient sous anti-TNF, il y avait 49 patients qui ont présenté une tuberculose après anti-TNF. Alors, quels sont les facteurs de risque de développer une tuberculose sous anti-TNF? Eh bien, ça dépend du type de l'anti-TNF. Alors, surtout, le risque est élevé avec l'infliximab et l'adalimumab par rapport à l'étanercept, qui est un antirécepteur. Et puis, il y a d'autres facteurs, l'âge avancé, le diabète, l'insuffisance rénale, l'appartenance aussi à une zone endémique. Donc, ceci étant pour l'anti-TNF-alpha, l'autre famille des biothérapies est représentée par les anti-interleukines. Et là, donc, je parlerai d'abord de l'anti-interleukine 6. Alors, l'interleukine 6 joue un rôle dans la réponse immunitaire adaptative contre la tuberculose. Elle active les lymphocytes pour contrôler cette infection. Et le tocilizumab, qui est un anti-IL6, c'est un anticorps monoclonal antagoniste du récepteur de l'IL6, va empêcher la fixation de l'IL6 sur ces récepteurs solubles et membranaires et donc va favoriser l'infection. Comme on le sait, l'anti-IL6 est recommandé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d'autres pathologies, lupus, maladies de Still, mais il a des effets secondaires et c'est essentiellement l'infection. Parmi ces infections, c'est la tuberculose, comme le montre cette étude coréenne qui a été réalisée entre 2013 et 2018. Elle a comparé le risque de tuberculose chez des patients qui étaient sous anti-TNF-alpha
et le même risque chez des patients qui étaient sous tocilizumab. Eh bien, elle a montré que l'incidence de la tuberculose était similaire entre le tocilizumab et l'étanercept, avec des taux qui étaient approximativement proches. L'autre molécule, c'est les anti-interleukine 12, interleukine 23. Alors, on sait que quand le Mycobacterium tuberculosis pénètre dans l'organisme, eh bien, il y a sécrétion d'interleukine 12 et d'interleukine 23. Donc, pour la voie de l'interleukine 12, elle va stimuler, donc activer les lymphocytes TCD4 en TH1, donc production d'interférons gamma et élimination des mycobactéries par les macrophages. Et pour la voie de l'interleukine 23, ça va activer la voie de TH17 avec production d'interleukine 17 avec une réaction inflammatoire, ce qui permet de contrôler l'infection. Donc, quand on bloque ces voies par les anti-interleukines 12 et 23, vous allez deviner qu'on ne pourra plus contrôler l'infection et qu'il y a un risque important de développer une tuberculose. Mais ceci en théorie, alors qu'en pratique clinique, le risque de tuberculose est faible, et ceci a été montré par les différentes études, comme celle-ci, qui a montré que l'incidence de la tuberculose était faible chez des patients qui étaient sous anti-interleukine 12-23. Donc, ce risque donc il y avait pratiquement 0,01 cas pour 100 patients année chez les patients qui étaient sous cette molécule. Alors, d'autres molécules, c'est les inhibiteurs des lymphocytes, les anti-CD52 et les anti-CD28. Alors, l'anti-CD52 cible et détruit les cellules mononucléées, saines ou malignes. Donc, il est indiqué dans les hémopathies malignes, les leucémies ou après transplantation d'organes. Et sa cytotoxicité, en fait, elle est dépendante des anticorps, mais également du complément, et aussi par une induction d'apoptose qui conduit à une lymphopénie CD4 et CD8. Et donc, on comprend que ça va aussi avoir un risque important de développer une tuberculose. Alors, ces anti-CD52 aussi ont fait l'objet de cette étude qui a été réalisée à Hong Kong sur 23 patients. Donc, ils ont reçu l'anti-CD52 pour des hémopathies malignes et des cytopénies auto-immunes dans une zone d'endémie tuberculeuse. L'incidence était de 31% à 1 an et elle est passée à 45% à 2 ans chez ces patients-là. Et la tuberculose, dans ces cas, était surtout pulmonaire. Pour l'anti-CD28, alors l'anti-CD28 est aussi indiqué dans certaines maladies auto-immunes, sclérose en plaques, lupus, et là aussi, donc, avec un risque important, avec un risque plutôt de tuberculose en inhibant la réponse immunitaire et donc en provoquant une réaction de l'infection tuberculeuse. Et le dernier de la liste, c'est les inhibiteurs de Janus kinase. Alors, le système JAK-STAT est un système de signalisation intracellulaire qui est responsable de la transcription de nombreuses protéines inflammatoires qui vont stimuler une série de gènes impliqués dans la perpétuation de l'inflammation chronique. Et donc, quand on inhibe cette voie, bien sûr, on va améliorer ces maladies inflammatoires immunitaires, mais aussi on va exposer le patient à un risque infectieux. Mais en fait, les anti-JAK n'ont pas beaucoup de recul et donc les études ont montré que le risque n'est pas très important. Il y avait une faible fréquence de tuberculose chez ces patients-là, donc qui ne dépassaient pas les 0,25%. Alors, quel est le délai de survenue de la tuberculose après les biothérapies? Alors là, les différentes études ont montré que le délai variait entre le 5e mois et 24 mois, sans rentrer dans les détails. Pour ce qui est des formes de tuberculose sous biothérapie, on l'a bien vu, donc c'est les tuberculoses surtout extrapulmonaires, et quand elle est pulmonaire, cette tuberculose, elle est atypique, il n'y a pas de caverne, il n'y a pas de granulome, c'est comme pour le VIH, ou parfois c'est des formes disséminées ou des miliaires. Alors pour le dépistage, là je ne vais pas me répéter, Dr Pirot a bien parlé du dépistage, mais on est dans cette case, il faut d'abord éliminer une tuberculose évolutive, en fait dépister une tuberculose latente par l'IGRA, et puis si cet IGRA est positif, là c'est un patient qui est éligible au traitement prophylactique. Alors comment traiter? C'est 3 mois de rifampicine, de isoniazide rifapentine,
des doses hebdomadaires, ou 3 mois, à défaut, c'est 3 mois de RH avec des prises quotidiennes. Alors, pour les doses, je passe. Et là, donc, c'est juste les recommandations marocaines de la Société donc, marocaine de rhumatologie. Quand est-ce que démarrer le traitement prophylactique? On va le démarrer 3 semaines, un maximum 1 mois avant la biothérapie, bien sûr après avoir éliminé une tuberculose active. Et si le malade développe une tuberculose alors qu'il est sous biothérapie, il faut arrêter le traitement et démarrer le traitement antibacillaire selon donc les régimes et bien sûr surveiller. Alors le risque résiduel est faible après un traitement prophylactique. Cette dernière étude marocaine qui a été réalisée par les rhumatos a montré que donc, le risque était faible et qu'il y avait donc, sur un suivi de 3 ans, seuls 2 patients, c'est-à-dire 4,5% avaient présenté une tuberculose active après un traitement prophylactique. Voilà, donc je finis en rappelant que la mise en œuvre des biothérapies, notamment l'anti-TNF-alpha, a révolutionné la prise en charge de nombreuses maladies inflammatoires, mais leur impact sur l'immunité, en particulier sur la réponse au Mycobacterium tuberculosis, bien sûr, soulève un risque réel de réactivation d'une tuberculose latente. Et donc, il y a une balance bénéfice-risque qui impose une vigilance rigoureuse, d'où l'intérêt donc du dépistage qui reste une exigence incontournable. Et bien sûr, du traitement préventif, lorsqu'il est indiqué, on sait qu'il réduit significativement le risque de cette tuberculose. En somme, l'efficacité des biothérapies doit s'accompagner, bien sûr, d'une stratégie de prévention raisonnée afin de garantir à la fois, bien sûr, sécurité et qualité de vie pour ces patients. Je vous remercie.